Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Ce live Twitch de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, ici, ça va. Plutôt la pêche et la banane. Je bois ma petite tisane dans mon mug Maggie Simpson. Un mug récupéré il y a longtemps à la braderie de Lille. Et j'ai pas forcément payé pour, parce que à la braderie, on peut aussi récupérer plein de trucs qui sont pas forcément payants. Voilà, c'était les tutos braderie. Ça pourrait être l'objet, je sais pas, peut-être d'un prochain podcast un jour, qui sait. En tout cas, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui sont arrivés dans le chat. Mais en tout cas, avant de commencer l'écoute des podcasts, on peut peut-être faire un petit point un peu sur la semaine et sur la semaine à venir. Rappelez aussi, donc le studio Flamboyant, c'est un studio de podcast basé à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. C'est pas très loin de Lille. Et moi, je fais des podcasts qui me plaisent. Donc ça, j'ai deux émissions. L'émission Dormir, où c'est j'interviewe des personnes qui nous racontent leur sommeil, et le podcast Matrimoine, où on parle de matrimoine, comme son nom l'indique fort judicieusement. Le matrimoine, c'est l'héritage culturel des femmes, au sens large. Donc ça peut être vraiment très, très large comme acceptation. Je pense que la manière dont on peut le comprendre, en tout cas c'est celle que j'ai choisie, c'est aussi la transmission qui a été opérée par les femmes, que ce soit dans les familles, je sais pas, votre grand-mère par exemple, ou votre tante, peut-être faisait-elle ça. Vous disiez, mais si, tu sais, lui c'est le fils de truc, mais si, lui c'est le voisin à qui en 82 il est arrivé une bricole, elle c'est l'ancienne épicière qui est maintenant devenue institutrice, mais si, tu sais, elle a perdu son fils, voilà. Et je pense que ça permet de fédérer dans des familles, dans des sociétés, dans des groupes, dans des communautés. Je pense que c'est important, et je pense que ça fait aussi partie d'œuvres produites. Et mon hypothèse, c'est que c'est produit plus spécifiquement par des femmes. En vrai, je sais pas, je suis pas sociologue ni historien de la parole et de la transmission orale. C'est juste mon vécu, moi ça vient de mon vécu, mais c'était un peu ça que j'avais envie de retrouver. Et donc, au fur et à mesure, j'ai interviewé tout un tas de personnes super différentes que je suis allé voir. Que ce soit des personnes qui ont travaillé en entreprise et qui avaient envie de transmettre, soit des personnes qui sont à la retraite, qui avaient envie de transmettre des choses, que ce soit des personnes qui étaient en capacité de nous informer sur leur mère, grand-mère, tante, aînée, ES, grande sœur, et la vie qui pouvait être menée au début du XXe siècle ou avant, ou même un peu après, avec ces gens-là, que ce soit une réalisatrice de documentaire, et voilà. Et donc, il y a eu dans les épisodes précédents du matrimoine tout un cycle autour du travail, de l'entreprise, qui nous a mené, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont menés à explorer différentes facettes de l'entreprise, que ce soit à l'endroit des discriminations, que ce soit à l'endroit de la transmission du métier. Et là, pour ce dernier épisode qui est sorti, c'est un épisode où on entend majoritairement l'entretien d'Isabelle Delcroix-Nollet, qui est une chef d'entreprise qui a créé un organisme qui s'appelle LeadUp et qui fait des formations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Isabelle Delcroix-Nollet a eu un parcours avec plusieurs vies professionnelles. On en entendra un peu plus dans le podcast, mais elle a travaillé dans les assurances, elle a ensuite travaillé pour le service public, il y a des missions d'égalité professionnelle, en tout cas d'essayer d'amener ça dans les entreprises, jusqu'à créer elle-même son entreprise pour accéder à ça. C'est un sujet qu'elle connaît bien et qu'elle maîtrise bien, parce que finalement, elle l'a parcouru dans différents métiers, mais tout au long de sa carrière, également dans différents corps de métier. Donc son expérience et son témoignage, il est super important. Et il est très riche par rapport à ça. Donc je le trouvais pertinent, quoi. Et je me disais, bah tant mieux, on va aller
aller explorer ça. Donc ça, c'est le premier podcast qu'on va écouter aujourd'hui. L'émission du matrimoine qui est sortie ce samedi. Puis après, on pourra échanger un peu, si vous avez des questions, si vous voulez, sur Isabelle Delcroix-Nollet, comment j'ai rencontré, comment c'est passé, etc. Le deuxième podcast qu'on va écouter aujourd'hui, c'est une émission de Dormir. Dormir, c'est le deuxième podcast que je fais, qui est donc sur le sommeil. Et là, ça va être un peu particulier parce qu'il n'y a pas de nouvel épisode qui est sorti ce jeudi. C'est un jeudi sur deux, enfin plutôt 2 jeudis par mois, parce que les mois où il y en a 3, il y en a quand même que 2 qui sortent. Où il y a 5 jeudis, n'importe quoi. Où il y a 5 jeudis, il n'y en a quand même que 2 épisodes qui sortent. Le podcast Dormir, j'ai remasterisé en fait dans les derniers épisodes, donc l'épisode de Julien, mon frère, l'épisode de Léandre, mon compagnon et futur mari. On aborde au fur et à mesure. J'ai un peu changé l'approche où j'ai quitté le témoignage pur qu'on pouvait retrouver par exemple dans des émissions de radio comme Les Pieds sur Terre, quelque chose de vraiment brut. Alors j'aimais bien ça. Il n'empêche que dans les retours qu'on me faisait, parfois on reprochait un manque de dynamisme ou on me demandait plus d'informations sur le sommeil, comment aiguiller sur le sommeil. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu hybride, de garder quand même en grande majorité du matériau brut, de n'intervenir à l'endroit des questions que aux endroits où ça n'est pas compréhensible, où c'est difficilement compréhensible si je le fais pas. Moi, j'aurais voulu ne pas du tout que moi je m'efface complètement, en tout cas en tant qu'intervieweur, même si on devine la posture de l'intervieweur, simplement parce qu'on entend que c'est les gens qui répondent aux questions. Il n'y avait pas besoin, à mon sens, d'insister et de rendre ça vraiment didactique. Il n'empêche que c'est une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises. Je me suis dit, bon, aux endroits où vraiment je pense qu'il peut y avoir un problème de clarté, je vais être plus didactique et donc poser les questions. Et enfin, j'ai décidé aussi d'apporter quelques éléments sur la compréhension du sommeil ou des thématiques qui y sont liées. Par exemple, dans l'épisode de Julien, on parle, qui est un peu orthorexique sur le sommeil, qui mesure beaucoup, qui essaie d'être réglé, etc., qui mesure son pouls. On a parlé de sommeil polyphasique, qui est quelque chose dont il a entendu parler, quelque chose qui est répandu chez certains entrepreneurs, dans l'idée d'optimiser au maximum son temps. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était intéressant aussi d'amener des éléments sur lesquels moi je faisais des recherches, et pour compléter un peu ce que les personnes disaient, ou pour rebondir à quelques endroits. Donc ça, c'est l'épisode de Julien est comme ça, l'épisode de Léandre est comme ça, donc ce sont les épisodes 6 et 7. Et donc par un souci de cohérence sur l'ensemble de l'émission, et aussi parce que je pense que les premiers épisodes pouvaient apporter beaucoup de nouvelles choses, j'ai remasterisé les 5 premiers épisodes. C'était un assez gros travail, plus conséquent en tout cas que ce que j'imaginais, mais de faire ça. Mais du coup, on va pas les écouter tous les 5, ce serait un peu long. Par contre, on va en écouter un. Donc j'ai posé sur les réseaux sociaux la question de quel podcast on va l'écouter. Donc s'il y en a d'ailleurs, il est encore temps d'agir dans le chat. Pour ça, de voter pour votre épisode favori, en tout cas pas forcément favori, mais si vous voulez réécouter, entre celui de Tuline, dans l'ordre Tuline, Charlotte, Michel, Marion ou Vincent, qui chacune d'ailleurs apporte quelque chose de différent. Tuline, elle est vraiment dans cette idée d'entrepreneuriat, de monter son truc, d'essayer de comprendre comment fonctionne son sommeil, tout en ayant un rapport qui est assez complexe avec lui, notamment à l'adolescence. Et un rapport qui s'est simplifié, mais pas tant que ça. Charlotte, elle nous raconte, elle, du coup, son sommeil en étant quelqu'un qui a besoin de se coucher tard et de se lever tard, d'être vraiment décalée, et notamment pour une raison en partie, en tout cas, qu'on peut expliquer médicalement, parce que Charlotte, elle est aussi atteinte d'un handicap, d'une déficience visuelle, et ça peut générer du coup des troubles particuliers du sommeil, et notamment le fait d'être moins sensible à la lumière du soleil, tout simplement parce que on la voit pas, on la voit moins quand on est déficient visuel. En tout cas, on a un déficit de vision, quoi. Donc les réactions hormonales sont différentes et donc peuvent transformer la manière de vivre son sommeil.
Michel, qui lui a un épisode très axé sur ses rêves. Michel qu'on a entendu également dans l'épisode 8 sur les cauchemars, parce que je lui ai demandé du coup de faire du rap pour les cauchemars. Marion, qui a eu des soucis professionnels qui lui ont causé des énormes troubles de sommeil, en tout cas beaucoup plus importants qu'avant. Et Vincent, qui lui a un sommeil d'ange et de bébé. Vincent a la capacité de n'importe quel est l'endroit où il se trouve, le bruit qui peut être fait ou la lumière qu'il peut y avoir. Il peut juste se poser sur son oreiller, fermer les yeux et s'endormir. Voilà, donc si jamais vous avez des préférences parmi ces 5-là, écrivez-les-moi et je ferai la compilation tout à l'heure avec les personnes qui ont voté sur Facebook et Instagram, ou en tout cas qui ont proposé des choses pour voir ça. Voilà. Je propose maintenant de passer à l'écoute du podcast Matrimoine, donc l'épisode avec l'entretien d'Isabelle Bonnet-Muret, donc sur la formation à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Attention, c'est parti. Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour chers auditeurs, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 7e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons nous-mêmes ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Pour l'épisode de cette semaine, nous entendrons Isabelle Delcroix-Nollet nous raconter son engagement tout au long de sa vie pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, engagement qu'elle poursuit aujourd'hui avec sa société Lead Up. C'est vrai que médiatiser, informer, documenter les discriminations et les violences que subissent les femmes est capital. C'est ce que nous avons fait les semaines précédentes, et c'est ce qui permet à des personnes comme Isabelle Delcroix-Nollet d'aller sur le terrain pour faire bouger les choses. Bonne écoute! Alors moi je suis Isabelle Delcroix-Nollet, j'ai 59 ans, je suis originaire du Nord et depuis plus de 20 ans je m'intéresse à la question de la place des femmes dans la société, plus particulièrement dans le monde économique. C'est un sujet qui m'anime depuis toujours, même depuis que je suis petite je dirais. Puisque j'en ai eu conscience dès 8 ans finalement, dès la cour de récréation. Donc je vous le dis en passant, mais ça a été quand même un révélateur. D'autant plus que c'est ma grand-mère qui m'a dit « Ma petite fille, quand tu vas grandir, ça va pas s'arranger ». Et ben j'étais à l'époque, il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Et lorsque nous allions au gymnase, nous devions traverser la cour de récréation des garçons. Et un certain nombre de garçons se livraient à des violences à notre égard, c'est-à-dire coups de pied, crachats, insultes, simplement parce que des filles traversaient leur cour. Donc ça m'a complètement interpellée. D'abord la violence, on la vit difficilement. D'autre part que ma meilleure amie, c'était un petit garçon, c'était mon voisin. Et ça se passait super bien, quoi. Et donc, pourquoi cela, enfin, etc. Donc, ça m'a vraiment interpellée très, très jeune. Et je pense que quand on regarde, par exemple, dans les villes, les espaces occupés par les femmes, par les hommes, et dans certaines cités, où les filles n'osent pas aller, ne vont pas, elles n'ont pas accès, je pense que le partage de l'espace public, il est cloisonné, il est discriminant aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fort. Et pourquoi les femmes intègrent que tel endroit est potentiellement dangereux? Pourquoi elles ont des stratégies d'évitement ou des stratégies d'accompagnement? Enfin, elles s'organisent pour. Après, il y a quelques-unes qui bravent tout ça et qui ont une certaine force et qui y vont, mais néanmoins, c'est loin d'être la majorité. De nombreuses études montrent que parmi les usagers de l'espace public, on compte plus d'hommes. Edith Maruet-Jules, géographe spécialiste des questions de partage de l'espace public, note que dès l'école, les garçons s'approprient les 3/4 de la cour pour jouer. Les sports pratiqués en majorité par des hommes prennent plus de place, comme le foot ou le skateboard par exemple. Et les municipalités renforcent les inégalités en adaptant l'espace public à ces pratiques. C'est noble de vouloir permettre aux habitants de venir dans la ville, évidemment.
mais on voit encore peu de pistes de danse en pleine ville, alors que c'est tout à fait imaginable. Les urbanistes se posent la question des usages majoritaires sans questionner le genre. Or, ce cheminement intellectuel renforce les inégalités. Et c'est pour amener ces questionnements dans l'entreprise qu'Isabelle Delcroix-Nollet a créé son organisme. Alors, LeadUp, c'est une société qui est exclusivement dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes, que j'ai créée il y a un peu plus de 8 ans, pour justement, après une belle expérience aussi bien dans l'entreprise que pour les services de l'État, en charge de ces politiques publiques. Et donc là, l'idée, c'était d'accompagner le plus grand nombre, mais en priorité quand même les entreprises et aussi maintenant les collectivités, sur ce champ de l'égalité professionnelle. Comment on va lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes qui perdurent malgré une constitution qui prononce l'égalité, etc., malgré des principes, malgré des lois, essayer de comprendre pourquoi ça tarde à se mettre en œuvre. Donc, je déploie des formations, je déploie des outils numériques, finalement pour contribuer à l'évolution et à l'ouverture des champs des possibles, comme on dit, c'est un peu à la mode en ce moment, mais surtout à voir ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on est complètement conditionné. Et donc, moi, l'idée, c'est d'apporter de la connaissance pour pouvoir dépasser cette construction, puisque ces inégalités relèvent bien d'une construction sociale et non pas du fait de la nature. Et donc, c'est vraiment aussi pour contribuer à ça. Et puis, faire de la prévention des risques, par exemple sur le sexisme, le harcèlement. Donc, on contribue au mieux-être et à la qualité de vie au travail aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez global et on accompagne aussi bien des comités de direction, des chefs d'entreprise que des personnes qui sont opérationnelles. On a vraiment un champ d'action très large, aussi bien pour le milieu universitaire, de la recherche aussi. Enfin voilà, on a des clients, on a de très beaux et très bons clients dans des univers très différents. Alors, on intervient à différents titres. Par exemple, il y a un client pour lequel on accompagne vraiment la progression et on va dire cette progression ancrée avec le maillage pour que le maximum de personnes le prennent. Alors, le démarrage, c'est l'état des lieux, c'est le constat. Et pour mesurer ces inégalités, il y a des chiffres qui sont donnés, il y a des analyses de chiffres et il y a des plans d'action qui sont mis en œuvre ou des accords d'entreprise pour lutter. Une fois qu'on a identifié la problématique, on sait si c'est du recrutement, si c'est des promotions, si c'est des salaires. Voilà, il y a différentes thématiques. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des actions correctrices qui vont viser justement à réduire ces inégalités. Donc après, on fait des formations. Ça dépend. Je veux dire, une fois que le diagnostic, les entreprises aussi, elles sont quand même assez importantes et donc elles disposent en interne aussi de ressources. Alors, quand on fait appel à moi, on a bien souvent déjà identifié et travaillé sur le sujet. Simplement, on cherche des ressources externes. On cherche une autre façon de faire aussi, c'est ça. Donc, on vient chercher des ressources. Après, il arrive aussi qu'on travaille sur un champ plus large, par exemple sur le management inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles compétences, donc de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi le champ de la diversité, mais les mécanismes d'exclusion ou de discrimination sont les mêmes, de toute façon. Une fois qu'on a compris l'un, on voit qu'on peut agir pour l'autre. Et c'est des nouveaux savoirs aussi pour les managers. Donc ça, c'est hyper important. Et les nouvelles générations, il y a des nouvelles attentes aussi là-dessus. Je dirais que même aussi bien des hommes que des femmes. Les deux sont aussi en attente. Donc c'est très variable, mais déjà on est souvent engagé sur le sujet, mais on peine un peu à trouver des façons de traiter le sujet. C'est un sujet où on est quand même toujours mal à l'aise avec. Donc moi je les mets à l'aise. Je les déculpabilise et puis je leur dis qu'il y a des solutions et que c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a compris le système, comment ça fonctionne. Quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai 3 carrières professionnelles. J'ai eu plus de 20 ans dans la grande entreprise, dans le domaine de l'assurance. Alors, pourquoi l'assurance ? C'est un peu le hasard parce que j'avais fait du droit pour lutter contre les inégalités. Je suis pas devenue Gisèle Halimi, malheureusement, mais bon. Et je me suis retrouvée dans le métier du droit, mais du droit des assurances. Donc, je travaillais pendant plus de 20 ans. Néanmoins, cette question d'égalité m'a toujours sensibilisée, interpellée. Et au sein de cette entreprise, dans les années 2000, j'ai travaillé sur un grand projet qu'on appelait à l'époque Mutuelle pour essayer de comprendre où était ce fameux plafond de verre. Pourquoi dans une entreprise où il y avait 2/3 de femmes et seulement 1/3 d'hommes, pourquoi dans l'encadrement il y avait 2/3 d'hommes et 1/3 de femmes?
Donc, j'ai travaillé dans ce groupe projet pendant plus de 5 ans. J'ai mené plein d'actions avec des partenaires publics pour sensibiliser l'encadrement. Et là, on a beaucoup travaillé sur les freins, on va dire, endogènes des femmes et des hommes. Finalement, les stéréotypes et les préjugés, comment on fonctionne, mais aussi sur les freins liés à la structure même de l'entreprise. Les process RH, les process de promotion, pourquoi on a un système qui finalement va écarter telle ou telle catégorie. En l'occurrence, on avait pas mal de jeunes femmes diplômées qui arrivaient, mais si elles faisaient la procédure, la hiérarchie pour évoluer, elles allaient mettre 15 ans, alors qu'elles avaient le potentiel pour accéder plus vite. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur comment on fonctionne en interne. Donc, vraiment, la synergie entre les individus, les freins, liés, par exemple, aux recruteurs, ou moi, en tant que manager, comment j'évalue mes collaborateurs, collaboratrices, mais aussi moi, en tant que salarié, comment je me positionne. Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je m'auto-censure? Est-ce que j'y vais, mais avec ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire avec tous les freins qui vont me faire sous-performer alors que j'ai les compétences, etc. Donc ça, c'était très, très intéressant, et j'ai repris un cursus d'une année à la Sorbonne sur tous ces sujets, grâce à cette entreprise aussi. Donc, et puis avant, j'avais aussi travaillé sur ce sujet via le monde syndical. Et donc, quand j'ai intégré ce sujet, je le connaissais bien plus que les entreprises à l'époque. Donc, ça remonte aux années 2000, même avant. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours animée, et à chaque fois, ça a été un fil conducteur dans ma carrière. Et donc, après avoir travaillé à peu près 5 ans sur ce sujet, en ayant repris des études, un moment, voilà, j'ai quitté l'entreprise pour travailler pour les services de l'État en tant que directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, donc nommée par le ministre. Et là, le champ beaucoup plus large, puisque c'est plus seulement l'égalité professionnelle, mais c'est l'orientation des jeunes filles, c'est l'égalité professionnelle, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est encore un vrai sujet, ça. Pourquoi il y a beaucoup moins de femmes qui entreprennent? On dit 30%, mais en réalité, 30%, si on compte juste le petit emploi qu'on se crée soi-même, quoi. Sinon, c'est plutôt dans les 10%. Et aussi tout le champ de lutte contre les violences. Là, je l'ai vraiment découvert dans les services de l'État, où il y a des plans de prévention, donc les violences conjugales, les violences coutumières, mariage forcé, mutilation sexuelle, et aussi ces mariages forcés, etc. quoi. Donc tout ce champ, et puis les violences dans le milieu professionnel, harcèlement, sexisme, etc. Donc j'avais vraiment un champ très très large, hyper intéressant, hyper compliqué aussi, hein, parfois, voilà. Et puis on a construit, notamment à l'époque avec la région, avec Pierre de Saint-Ignon, sur ces sujets de l'entrepreneuriat féminin qui me tenait beaucoup à cœur, sur cette question de comment finalement les femmes vont gagner en autonomie. L'idée, c'est pas les aider, enfin voilà, c'est bien quand elles sont en difficulté d'urgence, mais comment leur faire prendre conscience qu'elles ont tout le potentiel, hein, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, et on a beaucoup, enfin moi, ma ligne directrice, c'était vraiment celle-là, quoi. Et enfin, lead up. Hein, au bout de tout ça, l'âge avançant, ayant envie d'avoir les coups des franches, hein, pour être très clair, connaissant l'entreprise, connaissant les services publics, j'ai créé Lead Up, et j'en suis très très heureuse tous les matins. Hein, et je vois, parce que là, ça fait quand même 8 ans qu'elle est créée, et je vois une maturité quand même aujourd'hui beaucoup plus grande que même il y a 8 ans. Pourtant 8 ans, c'était hier, quoi. Mais il y a une vraie évolution, une vraie prise de conscience, je dirais, de la société civile. Vraiment, on voit une grosse avancée, même si les lois ont avancé, mais les lois, c'est jamais suffisant de toute façon. C'est bien, mais c'est le point de départ, mais c'est pas suffisant. Ah oui, vraiment dans la prise de conscience, et même le fait de travailler sur la question du sexisme et du harcèlement sexuel. Le sexisme, avant, ça faisait partie du paysage normal. Les petites blagues, les remarques, les couper la parole, etc. Enfin, tout ce qui était finalement ce dénigrement, où finalement les femmes étaient soit considérées un peu comme soit des objets sexuels, ou soit un peu des écervelées, ou forcément moins intelligentes. Donc on avait vraiment un rapport aux femmes. On n'avait pas un rapport à une professionnelle, on avait d'abord un rapport aux femmes quand on traitait avec une professionnelle. Donc les femmes en ont beaucoup plus conscience, les hommes ont aussi peut-être envie que ça change, peut-être en regardant leurs filles ou leurs femmes aussi, en se rendant compte des choses. Il y a une prise de conscience qui s'est vraiment opérée. Moi, je pense que le mouvement MeToo a été un vrai révélateur. Et ça, on l'a vraiment senti.
Donc, je pense qu'on est sur une conjonction, voilà, on dit d'alignement des planètes, et je pense qu'il y a vraiment un courant là qui est porteur, qui est favorable, toujours en étant conscience que il y a aussi des effets de mode là-dessus. Il y en a qui récupèrent, comme on voit dans la com, etc. Mais bon, globalement, moi, je suis assez positive et optimiste quand même là-dessus, quoi. Effectivement, comme le souligne Isabelle Delcroix-Nollet, du chemin a été parcouru vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a encore beaucoup de combats à mener. J'ai demandé comment les femmes pouvaient se soutenir, créer une sororité ou une adelphité avec l'ensemble des personnes autour d'elles. Alors là, c'est un peu la question des réseaux, je vais dire, des réseaux que vous pensez, qu'est-ce que les femmes peuvent faire entre elles. Alors, les femmes se sont toujours épaulées. On a plutôt eu tendance à montrer des rivalités de femmes, mais depuis toujours, les femmes se sont épaulées. Ça, c'est évident, quoi, de façon intergénérationnelle ou entre amis, etc. Donc ça a toujours existé. On en a moins parlé. Alors, ça s'est organisé aussi de façon plus formelle à travers des réseaux de femmes, avec, il y a par exemple FCE, l'association de femmes chefs d'entreprise, auquel aussi j'ai adhéré. Il y a BPW, qui est Business Professional Women, qui est une association internationale, qui est une ONG, auquel j'étais présidente aussi de cette association, où les femmes se réunissent entre elles et apprennent finalement, et aussi bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je vous parlais dans le monde des assurances, c'est un réseau, un grand réseau qu'on a créé pour travailler sur ces sujets, notamment du plafond de verre. Et c'était pas quelque chose de hiérarchisé, etc. Ça a vraiment été un réseau transversal où composé à 80% de femmes et 20% d'hommes aussi quand même, sur lequel on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de propositions, on a pu expérimenter. Donc ça existe. C'est bien. Moi, je conseille toujours, notamment quand je travaille avec des étudiants, de rejoindre des réseaux parce que on peut apprendre, on peut expérimenter. Et souvent, quand on parlait des déficits de carrière des hommes et des femmes, les femmes souvent pointaient qu'elles n'avaient pas de réseau et surtout qu'elles ne prenaient pas le temps d'entretenir leur réseau. Quand vous êtes pressé de rentrer chez vous pour récupérer les enfants, faire la cuisine et compagnie, c'est pas là que vous allez faire les bonnes rencontres. Donc le fait d'organiser ces réseaux, c'est fort. Il y a aussi ce qu'on appelle le mentorat, qui est aussi ce genre de choses, donc avec une visée d'évolution professionnelle, qui est aussi intéressante. Donc ça existe de façon formelle, de façon informelle, mais on ne le valorise pas. On a plutôt tendance à montrer des rivalités ou des choses comme ça. Donc, c'est plus, je sais pas, ça entretient plus les préjugés et autre chose. Mais en tout cas, moi, je vous assure que j'ai rencontré ces réseaux, j'y ai participé et que c'est une très belle expérience. C'est pas la guerre des égaux. C'est voilà comment on va pouvoir faire, parce que en réalité, c'est encore des débroussailleuses, c'est encore des pionnières malgré tout. Quand on voit dans le champ artistique, et finalement, voilà, donc il faut y aller, on y va ensemble, etc. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages d'hommes qui me disaient « Ah, j'adore travailler avec des femmes parce qu'on n'est pas dans la guerre des égaux. » Et donc, on travaille, ça avance, on est là pour bosser ensemble et ça avance bien, quoi. Et il y a aussi des hommes qui aimeraient ne pas être dans la lutte ou la compétition et obligatoirement, voilà, comme vous le dites. Donc c'est une autre façon de faire. Avant de terminer cet entretien, je voulais avoir plus de détails sur la formation que propose Isabelle Delcroix-Nollet. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, dans l'approche de la formation, je voulais vraiment une approche qui soit surtout déculpabilisante, qui soit une bouffée d'oxygène. Enfin, lead up, ça veut dire soulever la paupière ou soulever le couvercle. Donc déjà, ça signifie beaucoup de choses. Et donc, je m'étais dit, comment faire passer le message de la façon la plus simple, la plus agréable et que les gens aient envie d'apprendre. Et donc, je suis repartie de l'idée que le premier mode d'apprentissage, c'est le jeu. L'enfant apprend par le jeu. Et donc, on a créé, parce que oui, c'est vrai, j'en parle pas, mais on a créé un serious game qui est vraiment un outil pédagogique avec des vrais jeux vidéo que tout le monde connaît et que nous, on a transposé sur des problématiques d'égalité professionnelle. Et donc, on a sur notre parcours donc une première étape qui est une sorte de quiz de prise de conscience sur les inégalités, qui est une sorte de qui veut gagner des millions, mais nous, on appelle ça qui veut gagner des cerveaux. Voilà, c'est une petite... Et ensuite, on a un Tamagotchi où on voit qu'on peut avoir une petite fille ou un petit garçon qui va faire des expériences, c'est-à-dire qu'il va avoir des jeux, qui va avoir des activités, et
cet enfant, on fait ce choix. Donc, vous avez le droit de choisir les activités, les jouets que vous donnez à votre enfant. Et à la fin, il y a quelque chose qui s'éclaire, là, un peu comme à la foire, une grande lumière. Et on voit qu'en fonction des expériences diverses, les ouvertures vers différents métiers apparaissent, quoi. Donc, on est là-dessus. Ensuite, on a aussi une partie qui est sur l'articulation des temps de vie et la difficulté de tout faire, de tout concilier. Et là, on s'est inspiré du Candy Crush, avec non plus les bonbons des couleurs. Nous, on a mis les tâches à accomplir, tout ce qu'on doit faire dans la journée. Mais c'est très scientifique parce que c'est les tâches selon l'INSEE, c'est-à-dire tout ce qui est physiologique, mais ce qui est social, ce qui est travail, ce qui est santé, etc. Et donc, vous jouez comme votre Candy Crush. Au bout d'un moment, comme dans la vraie vie, ça se bloque parce qu'on peut pas tout faire. Et quand ça se bloque, il y a des jokers et c'est des solutions à mettre en place, etc. Donc ça. Et notre dernier, c'est le plafond de verre. Et là, c'est un casse-brique. Et donc, le casse-brique, on essaie de trouver. Et puis, à chaque fois, il y a des solutions. Donc, oser les réseaux, oser demander, oser échanger, etc. Donc là, c'est plus sur le leadership au féminin et sur la sororité, puisque qu'est-ce qu'on peut faire entre nous et voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil, d'ailleurs, qui a été soutenu par Picta Novo. Expérience interactive, et on est les seuls à faire ça. Donc on fait des ateliers interactifs, finalement c'est des ateliers de créativité. C'est-à-dire comment on va réfléchir, mais on sort, on joue, et finalement on est en créativité. Et on joue plus, c'est obligatoire cette loi sur le ta-ta-ta-ta, etc. Donc c'est vraiment l'approche ludique qui était pour moi très très importante, et aussi qui fait qu'on vient nous chercher sur des choses différentes. Par exemple, au siège de la Caisse d'épargne à Paris, on avait fait toute une journée avec nos outils numériques, avec des petits stands, les gens venaient jouer, venaient expérimenter pour échanger là-dessus, quoi. Il me semble important que des acteurs privés s'ajoutent à l'action publique. Isabelle Delcroix-Nollet a cette force qu'elle a connue les deux mondes et peut donc agir puissamment pour l'égalité. Déjà, là, je l'ai créé, il a fallu un budget important, j'aurais jamais eu ce budget, moi j'ai investi, j'ai été soutenue, j'ai investi mon argent personnel, il y a eu de l'argent dans le cadre de la création d'entreprise, parce que je suis passée par l'école des mines, par l'incubateur, donc j'ai eu de l'argent un peu pour le prototype, mais après c'est mon argent, j'ai emprunté, et pour créer, j'aurais pas jamais pu faire ça, des fois il y a des appels à projets, mais en tout cas, j'avais pas l'enveloppe pour le faire, et puis bon, on a toujours des orientations, quoi. Voilà, donc j'avais pas dans ma mission créé un outil pédagogique pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc de ce fait, il n'est pas à disposition. C'est pas un outil public. Je l'utilise avec mes clients et voilà. Mais c'est très accessible. Moi, je suis allée dans un incubateur. Donc, voilà, c'est assez genré, l'école des mines. Donc moi, je voulais un volet scientifique et techno à ma création d'entreprise. Et j'étais vraiment dans un accompagnement start-up, etc., quoi. Non, on était très, très peu. Et y a-t-il une femme que vous voulez nous présenter ? Si. J'ai Zaya Ziwani, chef d'orchestre, et c'est une histoire assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a tout un parcours. Elle voulait devenir chef d'orchestre, mais il n'y avait pas de femme chef d'orchestre, et elle vient d'un milieu où il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas forcément de musicien, et elle a fait sa carrière finalement, elle a réussi en créant son orchestre. Et donc j'ai lu ça dernièrement et j'ai noté son nom, et ça doit être Zaya Ziwani, je le redis, et j'ai noté rôle modèle pour le leadership, parce que c'est-à-dire que quand ce qu'on veut faire n'existe pas, il faut le créer. Moi, je voulais créer un jeu qui n'existait pas, je l'ai créé. Et vraiment, ne jamais baisser les bras, avoir le rêve le plus grand possible, c'est ce que je dis toujours, parce que la vie nous met des obstacles. Alors s'il est minus, vous allez vite le perdre de vue, alors n'ayez pas peur, voilà, et il y a finalement, l'histoire regorge de femmes inspirantes. Quand on voit l'histoire de Marie Curie et des filles de Marie Curie, là il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, les histoires de femmes. Il y en a plein, on ne les connaît pas assez. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Cet épisode est désormais terminé. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté, et un immense merci à Isabelle Delcroix-Nollet. Hop, c'est le retour post-épisode. Je vous épargne le générique de fin, parce que de toute façon, je peux vous le dire déjà, mais ce sont les remerciements usuels, et donc là en particulier
Isabelle Delcroix-Nollet d'avoir accepté de témoigner. C'était vraiment intéressant. Isabelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par recommandation en préparant ce podcast sur le matrimoine. Elle m'a été recommandée, et notamment par Isabelle Bonnet-Muret, qui est une réalisatrice de documentaires qu'on entend dans quelques épisodes au début, et qui aura un épisode plutôt dédié à elle, je pense, dans 2 semaines. Et c'est Isabelle Bonnet-Muret qui m'a dit « Ah, est-ce que vous connaissez Isabelle Delcroix-Nollet, très intéressante, etc. » Et donc je suis allé voir, je l'ai contactée, puis très gentiment, elle a accepté de témoigner au micro, et je trouve que son expérience est intéressante et valorisante, parce qu'elle a vraiment connu la sphère publique, elle y a agi longtemps, elle en a perçu toutes les possibilités et l'intérêt, aussi les limites. Je pense qu'elle avait des envies particulières qu'elle ne pouvait pas exprimer à ces endroits-là. Et donc, le fait d'avoir créé son organisme, s'être retrouvée en situation, quand elle parle des incubateurs, c'est assez terrifiant, et c'est quelque chose que moi, je peux constater aussi. Je vois quand même pas beaucoup de femmes dans l'incubateur dans lequel je suis. Alors, c'est pas le cas dans tous, j'ai été dans d'autres, voir des formations, etc. Et voilà, c'est beaucoup plus mixte. Encore aujourd'hui, j'étais en formation sur la gestion du temps de travail, et là on était 3 hommes et 5 femmes, donc c'est déjà un peu plus partagé, mais c'est quand même globalement, parmi les personnes qui entreprennent, c'est quand même en majorité des hommes, et dès qu'on passe en plus sur les types d'organisations qui sont montées, là le cap il est vraiment très clair, quoi. Les femmes, c'est en majorité de la micro-entreprise, etc. Et les hommes, c'est plus varié, mais du coup, la part de micro-entreprise, elle est vraiment, vraiment inférieure. On est plus sur des sociétés par action ou des choses comme ça. Il y a une vraie différence. Donc je trouvais que son témoignage était intéressant parce qu'elle l'avait vécu de l'intérieur, et donc j'avais envie, comme ça, qu'on ait son témoignage, et j'en suis très, très satisfait. Et puis c'est toujours intéressant aussi d'entendre qu'est-ce qui résonne pour elle en termes de recommandations. Je trouve que ça apporte toujours des choses. Voilà, c'était pour l'épisode de la semaine. On va retrouver un épisode de Matrimoine samedi prochain, qui sera, je pense, autour de la sororité, adelphité, entre les hommes et les femmes, et dans l'entreprise, et aussi, non, du manière générale, la question des réseaux. C'est parce qu'Isabelle Delcroix-Nollet parle des réseaux. Je trouvais que c'était intéressant, et je me disais, il y a quand même des choses dans les autres entretiens qui faisaient référence à ça. C'était trop lourd pour faire un seul épisode, et donc du coup je me dis, allez, ça peut faire l'objet d'un épisode à part. C'est probablement un peu plus court, mais voilà, comme ça, il y aura des exemples aussi de sororité ou d'aide, de mise en réseau, de soutien. Je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ça et de voir d'autres exemples. D'autant plus que Isabelle Delcroix-Nollet le dit bien, c'est important quand même pour la question des réseaux, elle est importante. Donc avoir comme ça accès à une pluralité de méthodes, de choses qui ont été faites, je pense que ça vaut le coup. Voilà, merci en tout cas d'avoir assisté à ce podcast. On va maintenant écouter, alors il reste encore un tout petit peu de temps pour voter si vous avez envie. Je vois là Extramoir, Lily Tuff dans le chat pour votre épisode de Dormir que vous voulez écouter. Parce qu'il y a encore de la marge sur le choix des épisodes. Donc il est possible encore de voter si vous avez envie. Donc entre Tuline, Charlotte, Michel, Marion et Vincent, chaque épisode a sa particularité. Il est temps. En attendant, je vais vous faire écouter une espèce de teaser que j'ai créé pour dormir, qui s'appelle Pourquoi dormir ? Pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast, et donc on va tout de suite écouter ça à partir de maintenant.
Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente le premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici 2 fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. En effet, je trouve qu'on ne parle pas assez de sommeil. On est confronté en permanence à des injonctions liées à la santé. Un adulte a besoin d'environ 7 à 8 heures de sommeil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une morning routine. C'est cette lumière bleue qui intéresse les scientifiques. Ce soir encore, son impact sur le sommeil se confirme. Et quand il ne s'agit pas de santé, eh bien à ce moment-là, on nous explique qu'il faut maîtriser son sommeil. C'est vrai quoi. Si on maîtrise son sommeil, on maîtrise la part la plus sombre, la plus cachée chez soi. Donc on a le contrôle absolu de soi. C'est ainsi qu'on voit naître tout un tas de discours sur les grands hommes qui dorment très peu. Napoléon, Churchill ou Victor Hugo dormaient très peu. Le PDG de Tesla choisit de dormir dans ses usines. Pas juste de temps en temps, mais souvent. On passe un bon tiers de notre vie à dormir. C'est énorme. Et vous me connaissez, moi j'aime bien tout optimiser. Du coup, c'était juste une question de temps avant que j'essaie d'optimiser mon sommeil. Bref, c'est pour dénouer tout ça que j'ai choisi d'interviewer des personnes différentes qui nous emmèneront chacun et chacune dans leur univers nocturne. Et peut-être nous faciliter la parole dessus. Partagez cet épisode pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 18h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et on peut évidemment du coup parler de son sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, Flamboyance. Hop, ici aussi, je vous épargne du coup l'écoute de la fin, parce que bon, c'est pas forcément très pertinent. Alors, c'est l'heure du vote. Tac, tac, tac. Enfin, du vote. Non, les votes sont déjà faits. C'est l'heure de clôturer les votes et de révéler le grand gagnant de l'épisode. Et donc, c'est l'épisode de Michel qui a été choisi pour cette émission. Avec une légère avance, mais suffisante pour gagner. Et donc félicitations à toi Michel. On va écouter à nouveau ton épisode pour cette émission. Et donc c'est parti. C'est pareil, je vais essayer aussi de vous épargner l'intro, parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous écoutez mon entreprise. 2 fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Michel, que nous allons entendre dans cet épisode, est mon meilleur ami. On se connaît vraiment très bien, mais le sommeil est resté comme une part d'ombre chez lui. Et donc on va le découvrir ensemble. Bonne écoute. Je m'appelle Michel, j'ai 31 ans. Et je suis actuellement sans emploi, mais j'essaie de monter mon entreprise. Je dirais que je suis un plutôt bon dormeur, avec des rêves agités, mais je fais la plupart de mes nuits de façon complète. Et j'aime dormir. Je dirais un bon dormeur, c'est quelqu'un qui peut dormir profondément. Et ça, c'est pas quelque chose qui est un souci pour moi. J'ai peut-être plus des difficultés à m'endormir, ou j'ai parfois un sommeil avec des rêves un peu stressants ou des cauchemars, mais j'ai l'impression de dormir profondément. J'aime dormir. C'est une activité. Enfin, je suis content d'aller dormir le soir. Donc, dans ce sens, je dirais que je suis un bon dormeur. Mon rapport au sommeil est un peu ambivalent, dans le sens où le sommeil, c'est quelque chose que j'aime, quelque chose de réparateur, quelque chose d'apaisant,
Mais vu que je fais beaucoup de cauchemars et que j'ai eu pendant un moment des problèmes un peu de terreur nocturne, j'ai aussi un peu j'ai plutôt le stress de réussir à m'endormir. Donc c'est à la fois quelque chose que j'aime et que j'ai envie de faire, donc de dormir, de bien dormir, mais j'ai peur de pas y arriver. Pourquoi tu as peur de ne pas arriver à t'endormir? J'ai peur parfois de pas arriver à bien dormir parce que ça m'arrive, simplement. Ça m'arrive surtout d'avoir du mal à m'endormir, d'avoir, ces espèces d'angoisses du soir qui reviennent et qui vont m'empêcher de dormir et du coup, ça donne lieu à des insomnies et après, enfin, c'est difficile à gérer, quand tu pas dormi, ta nuit et j'ai beau avoir que 31 ans, je veux dire quand je fais une nuit blanche aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à le digérer que quand j'avais 19 ans ou 15 ans où, je faisais pas régulièrement, mais quand même assez souvent des nuits presque blanches avec mon meilleur ami, à boire du Fanta jusqu'à 3 heures du matin et à rire. Maintenant, c'est plutôt, j'aurais presque peur de pas pouvoir faire une nuit complète, parce que ça me casse complètement. Je suis plutôt un couche-tard, lève-tard. Je dirais que ça a commencé même dès mon enfance. J'avais tendance à repousser, l'heure du coucher à genre 22h, 23h, heu, soit pour voir des films, avec ma famille ou pour être avec mes frères et sœurs. Après, je suis pas un lève-tard, je connais des lève-tard qui pourraient dormir jusqu'à midi ou début d'après-midi. Moi, je dirais que 10h, du matin, c'est un peu ma limite. Je mets mon réveil à 7h30 tous les matins, c'est vraiment dur pour moi de me lever à 7h30 et j'essaie plein de trucs, de me coucher plus tôt et tout ça, j'y arrive pas. C'est difficile de se réveiller. Je mets mon réveil à 7h30, j'ai ma montre qui est, synchronisée avec mon réveil et j'ai mon réveil, qui sonne et en général j'appuie sur snooze au moins 2-3 fois. Par contre, si je sais que j'ai un truc tôt le matin, je vais me réveiller, tout de suite. Un grand cri et je me relève. Mais ça, en général, ça me stresse la nuit d'avant, donc je vais y penser toute la nuit, donc c'est ça aussi qui m'aide à me réveiller, c'est l'angoisse. C'est quelque chose que je faisais, dès le collège, de parfois, travailler jusqu'à 2-3 heures du matin sur des devoirs que j'avais pas fait avant, parce que c'était mon moment de productivité. J'ai le souvenir de mes parents qui me gueulent dessus parce que j'ai pas préparé mon projet d'art plastique pour lequel j'avais 3 semaines et où je me retrouve à faire des collages, complètement fous, jusqu'à 3 heures du matin et souvent j'avais de super notes en plus sur ces trucs-là. Donc ouais. Tu peux me parler un peu de tes insomnies? L'insomnie chez moi, ça se présente en général, c'est au moment de me coucher où j'ai une angoisse qui va monter. Donc je reste dans mon lit, les yeux fermés, j'ai l'angoisse qui monte. S'il y a le moindre craquement de bois ou petit bruit, genre, j'ai limite une crise cardiaque. Donc après je rouvre la lumière, j'essaie, du coup de me calmer un petit peu et quand ça marche pas, bah, genre je vais m'endormir, 20 minutes puis je vais me réveiller puis dans ces moments-là, je vais dormir peut-être 2-3 heures, mais c'est tellement d'angoisse que le lendemain, je suis, genre mais cassé. Ça peut être des angoisses où il y a quelqu'un ou quelque chose chez moi ou des fantômes, des trucs un peu infantiles et c'est ce côté qu'une fois que je ferme la lumière et que je suis dans mon lit et que je commence à endormir, je suis vulnérable. Donc ça, c'est une des angoisses. Une angoisse que j'avais avant, c'était d'avoir une paralysie du sommeil et sinon, bah, c'est des angoisses plus, liées à ma vie et au quotidien ou alors un film que j'ai vu et qui avec des images marquantes, notamment le film, Ça, donc avec le clown monstrueux. Il y a des trucs, qui juste passent pas dans mon esprit.
Moi, j'ai déjà eu quelques épisodes de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une parasomnie qui touche beaucoup de monde sous des formes légères, mais qui est plutôt rare sur des formes vraiment importantes. Le principe de fonctionnement est simple. Votre corps dort, mais votre esprit est éveillé. On est donc paralysé sans comprendre pourquoi, et ça peut mener à des hallucinations. De nombreuses légendes d'ailleurs y sont liées, comme le tableau Le Cauchemar de Fuseli, qu'on trouve sur la pochette de cet épisode. Il y a une fois où c'est comme si je me voyais, comme si j'étais allongé sur le plafond. Donc du coup, je regardais vers le bas et je voyais mon corps. Et où je pouvais pas bouger, et où j'essayais de crier, et où ça marchait pas. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Une fois, ça m'est arrivé ici, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait, et j'essayais de bouger, et de crier, ça marchait pas. Et une autre fois, alors ça, c'était plus fucked up. J'ai rêvé, en plus, c'était long, cette fois-là. Je m'étais réveillé, et j'essayais de me lever, mais mes jambes ne répondaient plus. Je devais sortir du lit, puis je tombais à terre. Et ensuite, je rampais jusqu'au salon en essayant de crier, et le son sortait pas. Tout était sans dessus-dessous dans mon appartement. Je rampais jusqu'au salon en disant «À l'aide! À l'aide!» et j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les yeux ouverts et que j'étais dans ma chambre. Donc ça, c'était assez horrible. Et ça, c'est une angoisse que j'ai gardée longtemps. Et ce qui est intéressant avec cette angoisse, c'est que elle s'est terminée du jour au lendemain, grâce à un rêve que j'ai eu, où je pense que j'ai eu un dialogue avec mon inconscient. J'ai eu quelques rêves comme ça. J'étais dans une espèce de jeu vidéo. À la fin, tu vas dans l'antre du dernier boss, et t'as des espèces d'escaliers en spirale. Et donc, c'était un petit peu le même principe où j'étais dans cet escalier en spirale. Et à un moment, je me retrouvais face à une version monstrueuse de moi-même. C'est genre complètement déformée, mais pas méchante pour autant, mais qui était juste là pour me dire ce qui t'attend au dernier étage, c'est la peur pure. Et est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Tu es sûr que tu as la force d'aller voir la peur? Et du coup, on montait les derniers escaliers, et plus je montais, plus en fait, il se passait trop de choses dans mon cerveau pour que je puisse l'encaisser. Tout à coup, t'avais une suite de flashs et de trucs, de sons, comme si ton cerveau, il a une espèce de gros bug. Après ce gros bug, je me retrouvais en bas des escaliers, et du coup, à chaque fois, je disais, on va réessayer. Et donc, j'ai fait cet aller-retour plusieurs fois, où à chaque fois, mon cerveau était en mode genre, je peux plus! Et où je retournais en bas des escaliers, et j'ai fait ça 2-3 fois. Et le lendemain, je me suis réveillé, et cette angoisse a complètement disparu. Vraiment, ça m'empêche plus du tout de dormir. Et j'ai eu un autre rêve comme ça. Alors c'était justement par rapport au film Ça. Dans ce film Ça, le clown est monstrueux et son visage, il se déforme beaucoup. Il a une bouche plein de dents, il a des yeux qui brillent, qui vont dans les mauvaises directions. Et du coup, ça m'est arrivé de voir en rêve donc le clown, qui en général, c'était un truc en plus. Tu sais, c'est des pulsions trop bizarres où genre je sentais que le clown allait me mordre, et en même temps je me laissais mordre par lui. Je prenais conscience que j'étais dans le rêve, et je disais, tu sais quoi, je vais faire quelque chose de différent cette fois-ci. Je vais essayer de devenir son pote. Ou du coup, il m'attaquait plus, mais il faisait genre qu'il allait m'attaquer un peu pour me taquiner. Mais par contre, il trucidait les gens, mais moi, il m'attaquait plus. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est bon, faut que je me mette, faut que je devienne le pote de Pennywise, quoi. Et donc, il y a eu ce premier rêve où ça a déjà pas mal atténué mes angoisses. Ensuite, c'était une autre fois où en fait, c'était pas un rêve. J'étais en train d'écrire dans mon journal intime, en repensant à ce rêve que j'avais eu, où j'étais devenu l'ami de Pennywise. Je m'étais rendu compte que ce clown, c'est en fait lui le gardien de mes peurs. Et que lui, il était là juste pour dire, regarde-moi, genre, si t'as besoin de vivre des peurs, projette-les sur moi, et comme ça, ce sera plus facile
tu vois que je suis un monstre, donc c'est plus facile d'avoir peur de moi que d'avoir peur de trucs, de doutes existentiels plus profonds, par rapport à ma vie qui s'effondrait sur différents plans. Une fois, j'avais trop de la fièvre et j'ai rêvé que je devais, me mettre dans certaines positions pour reproduire des chiffres qui étaient, télétransmis à Disney pour, je sais plus quelle raison. Du coup, j'ai passé la nuit à essayer de faire des combinaisons de chiffres, tu sais, en me disant: «Ça n'a aucun sens», mais je pouvais pas m'empêcher de le faire. Horrible. Tu sais, en plus, en ayant chaud, en ayant mal à la tête. Atroce. Atroce, atroce. C'est, à travers des rêves lucides, je pense avoir pu ouvrir une porte de mon inconscient et avoir un dialogue avec pour, guérir des choses. Les rêves ont une importance, quand même assez marquée dans ma vie. Je suis pas du tout dans le délire, d'analyse des rêves, freudienne, genre, j'ai rêvé de couteau, c'est un symbole phallique! Même si ça m'arrive souvent de me faire poignarder. Je vois un peu ça comme, une façon pour mon esprit de me faire vivre des émotions que j'arrive peut-être pas à vivre pendant que je suis éveillé. Je pense que c'est spontanément que j'ai commencé à faire des rêves lucides. Pendant un rêve lucide, le rêveur a conscience de rêver. Il existe donc plusieurs degrés de lucidité en fonction de ce qu'on fait quand on en prend conscience. Ce qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'on essaie de convaincre les gens autour de nous qu'on est dans un rêve. Sauf qu'ils font aussi partie du rêve. Dans ce cas-là, il va rater. C'est par ailleurs un phénomène qui s'exerce, ce travail. On peut apprendre à faire des rêves lucides. J'ai lu des trucs sur les rêves lucides, lui donner des conseils sur comment en avoir, mais j'en avais déjà. Il y a différents degrés de lucidité. T'as parfois juste cette prise de conscience où t'es pas forcément conscient que t'es dans le rêve, mais tu commences à contrôler ce qui se passe. Tu reprends un peu le dessus sur ton esprit, jusqu'à l'extrême de je suis dans un rêve, je vais faire ce que je veux, mais plus t'es lucide, moins le rêve est stable. Si je suis complètement lucide, c'est soit en fait je vais pas avoir autant de contrôle que ce que j'aimerais, soit je commence à vraiment avoir le contrôle total, et dans ce cas-là, le rêve s'effondre. Mais il y a une fois où, où j'étais coincé dans un rêve, et c'était horrible. Et je savais pas comment me réveiller. Il y a limite une géographie propre à mon rêve, où il y a des versions des villes propres à mes rêves. Je vais reconnaître que mon appartement a cette pièce qui est disposée d'une certaine façon, ou ça c'est dans mon rêve qu'elle est comme ça. Ou ouais, ou genre il y a une version de Paris dans mon rêve, il y a une version de Toronto dans mon rêve, il y a une version de Calais dans mon rêve. Enfin, c'est, tu vois, il y a une espèce de géographie préétablie. Bon, après, il y a des fois où je pars complètement dans des mondes ou des planètes différentes, quoi. Donc, je vais reconnaître que c'est la version rêve de cet endroit. Après, je suis assez proche de mes sensations dans le rêve. C'est quelque chose de très sensoriel. Un rêve qui m'avait beaucoup marqué aussi quand j'étais enfant, genre à 10 ans, c'était que je jouais aux 3 petits cochons avec des amis, et que celui de mes amis qui jouait le grand méchant loup m'attrapait, me plaquait à terre, m'ouvrait le ventre et sortait mes boyaux en les mordillant. Et je me souviens de la douleur et du sang et tout ça, et donc j'ai un rapport assez sensoriel, tu vois. Vous pouvez écouter une version plus complète de ce cauchemar dans l'épisode 8, spécial cauchemar pour Halloween. J'ai mon rituel de coucher. Bon, faut déjà que je me brosse les dents, que je passe aux toilettes, je bois mon verre d'eau. Alors ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est de lire avant d'aller me coucher. Alors moi, j'aime bien lire les BD pour m'endormir. Mais je lis pas des BD forcément très joyeuses. Parce que moi, je sais pas, ce mélange d'images et de couleurs, ça apaise mon cerveau. Donc là, en ce moment, je vais lire des Hellboy,
mais j'aime bien les trucs un petit peu fantastiques. Je mets mon téléphone à un endroit, soit en dehors de la pièce, soit un endroit où je sais que je vais pas voir la lumière du téléphone. Le matelas se creuse, donc pour éviter de trop le creuser, je vais sur la place du lit où je dors pas pour lire, jusqu'à ce que je sois vraiment somnolent. Ensuite, je le pose et je me place de l'autre côté du lit et je vérifie mentalement si j'ai pas envie de faire pipi parce que j'ai pas envie, et ça je déteste me lever la nuit pour faire pipi. En fonction de parfois comment j'ai lu, parce que parfois si je lis longtemps, je viens d'avoir marre d'être genre assis sur mon dos, donc parfois je vais me mettre un peu de côté ou tout ça. Donc si je me mets sur un côté, il va d'abord falloir que je me couche du côté opposé que le côté sur lequel j'ai lu. Parce qu'il faut un équilibre dans ma tête. J'ai besoin en général de m'endormir, de commencer la période d'endormissement sur le dos, mais au moment où je sens que je tombe plus dans le sommeil, souvent je vais me mettre sur un des côtés. Et ça, c'est en partie parce que donc en me renseignant sur les paralysies du sommeil, j'ai appris que il y a des positions dans le lit qui sont plus propices aux paralysies du sommeil, notamment quand tu es sur le dos et que tu es proche d'une petite source de lumière, mais ça peut être aussi simple que de la lumière qui passe à travers des rideaux ou des volets. Et si ça c'est face à tes yeux, apparemment t'as plus de chances d'avoir des paralysies du sommeil. Et donc j'étais dans ce type de disposition dans mon ancienne chambre à Toronto, où j'étais face à la fenêtre. Et donc pour moi c'était important de m'endormir sur le côté juste pour être sûr que ça m'arrive pas. Et donc j'ai pris le pli et maintenant j'aime bien ça. Ouais, pour moi le pyjama c'est le moment où je suis genre là c'est le moment de la soirée où c'est mon espace où je commence à me détendre pour oui, un peu me préparer à me coucher, mais surtout être à l'aise. Donc je mets un pyjama, mais je dors nu. Donc je retire, une fois que je me suis placé à ma bonne place dans le lit, c'est à ce moment-là que je retire le pyjama et je le mets à côté de moi au cas où j'ai froid pendant la nuit. J'ai pas un corps qui régule super bien la température. Je pense que je suis un petit peu plus reptilien de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ab j'absorbe, mais je perds la chaleur aussi très vite. Bah, cette nuit, par exemple, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais trop chaud. Donc j'ai un peu retiré ma couverture. Je peux pas la retirer complètement. Donc souvent, je la laisse sur une jambe et je dois vérifier si je vais être capable de tenir cette température sur une longue durée ou s'il faut juste que je fasse baisser ma température vite pendant 10 minutes et ensuite que je remette la couverture. Donc du coup, j'ai trouvé une espèce de position de la couverture en diagonale sur une partie de mes jambes avec un de mes pieds qui sortait un petit peu du drap. Après voilà, l'avantage c'est que je peux malgré tout jouer sur des choses pour modifier ma température corporelle. Alors que je connais des gens où pour eux c'est juste c'est des fournaises et genre à moins qu'ils aient littéralement un ventilateur braqué sur eux à fond, ils peuvent pas se refroidir. Généralement, quand tu dors avec quelqu'un, si cette personne ne dort pas, tu le sens. Je me souviens, bah donc c'était avec mon ex-copain. En gros, ils avaient fait un trou dans notre chambre parce qu'il y avait une fuite où il y avait un gros trou et ils avaient mis un carton avec des scotch pour pas que ça fasse un trou en attendant qu'ils rebouchent le trou. Et un soir pendant la nuit, le bout de carton est tombé à terre. Donc, moi, j'ai entendu un impact dans la chambre à quelques mètres de moi. Mais ça m'a rendu complètement fou. Du coup, je fais genre, il y a quelqu'un dans la chambre. Et où donc mon ex-copain, il était genre, mais non, il y a rien du tout. Oui, il y a un truc qui est tombé, mais c'est pas grave. Et genre, et moi, c'est pas possible. Voilà, je dois ouvrir la lumière, je dois fouiller, je dois toucher. Sinon, ce n'est pas possible. Et je vais pas te laisser t'endormir.
Et je vais t'en vouloir de me mettre en danger. De, de ne pas vérifier s'il n'y a pas un assaillant dans notre chambre. Voilà. La prochaine question est un peu intime, mais Michel m'en avait parlé en off avant de faire l'épisode. Après sa rupture d'une longue relation, on avait échangé de longues heures au téléphone ou autour d'une bière. Et sur plein d'aspects liés à sa rupture. Mais jamais, jamais, il ne m'avait dit ce qui avait été une de ses plus grosses difficultés lors de cette rupture. Oui, donc quand j'étais en couple, je dormais avec quelqu'un parce qu'on était installés ensemble. Puis on s'est séparés. Donc je me suis retrouvé seul. Ça a été, je pense, une des choses les plus dures à vivre dans cette séparation. Maintenant ça va, mais parfois j'aime bien m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, une présence bienveillante, pas un être fait de ténèbres et de tuyaux rouges à qui veut m'assassiner pendant la nuit. Je sais aussi, il faut que je fasse attention. Si je pense trop qu'il y a quelqu'un à côté de moi, après je me dis, si je sens un truc, je vais sur ça. Mais non, ça a été très compliqué, notamment à cause du contact. Ça m'a pris du temps, mais je me suis habitué à avoir un contact de peau dans le lit. Mais comme c'est quelqu'un qui a chaud très vite et devient chaud très vite, on dormait pas non plus collés l'un contre l'autre toute la nuit. Et donc, mais ce qu'on faisait pour garder le contact de peau, c'est que parfois on avait genre nos poignets ou le dos de nos mains qui continuaient à se toucher. Donc c'était, ouais, j'avais tout le temps cette présence et c'était assez rassurant pour moi. Et donc me réhabituer à dormir seul, c'était très dur. Tu vois, j'ai essayé avec des oreillers, des trucs et ça faisait pas la même chose. Et aussi, du coup, ton lit est vachement plus froid. Moi, qui ai un corps qui régule pas bien la température, ça m'a mis du temps à retrouver une façon de dormir qui était agréable pour moi. Je pense pas que je dormais si bien que ça, enfant. Non, je dormais pas très bien parce que ça m'a mis du temps à même arrêter d'essayer d'aller dormir avec mes parents. Je pense que pour le coup, je l'ai fait jusqu'à tard, enfin tu vois, jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et je me couchais tard et j'avais beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars quand j'étais petit. Donc je pense que c'est plus au niveau de l'adolescence et de le début de ma vie d'adulte que j'ai commencé à vraiment bien dormir. Puis aussi, j'ai grandi quand j'étais petit, je partageais ma chambre avec ma sœur. Et même, tu vois, cette idée de dormir avec quelqu'un, jusqu'à ce que je sois avec donc mon ex-copain, c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais. Souvent, mes frères et sœurs, ils me disaient « Ah, Michel, arrête de bouger, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. » Et du coup, ça me stressait vachement. Même, je me souviens, quand j'étais adolescent, ma mère et moi, on a fait une espèce de petit road trip en Allemagne. J'étais un peu con, mais j'aurais dû plus me rendre compte de la chance que j'avais à l'époque. Mais ça me stressait trop le soir qu'on dorme dans la même chambre, parce que j'avais quand même 14 ans. J'avais l'impression qu'il y avait juste quelqu'un qui était là pour écouter le moindre mouvement que je faisais, parce que je bougeais beaucoup. Et du coup, qui me disait « Arrête de bouger, dors, dors !» Et genre, du coup, je détestais dormir avec quelqu'un. Et c'est en me mettant avec ce mec que du coup, j'ai découvert le plaisir de dormir avec quelqu'un où ça se passe bien, pas compliqué. Ça m'arrive de siester. J'aime bien siester, mais faut que ce soit un jour où soit je suis vraiment crevé et je sens que j'en ai besoin, ou c'est un jour en mode relax où je prends le plaisir de siester. Mais après, c'est pas des siestes où je pars complètement dans le sommeil. C'est plus je ferme les yeux et je me détends. Parfois, j'écoute de la musique ou je fais de la méditation entre 15 et 30 minutes. Parce qu'après, je déteste faire une sieste qui dure trop longtemps et après je me sens malade. Moi, après, des trucs qui m'ont évoqué des expériences de sommeil, mais pas forcément des bonnes, c'est David Lynch.
ou notamment le film Inland Empire, où pour moi, c'est un des trucs qui se rapproche le plus d'une expérience de cauchemar. Un truc qui n'a pas de sens, mais tu peux pas, t'es pris dedans en fait. Et c'est des angoisses en fait vachement primales ou primaires, je sais pas comment dire, mais tu vois des trucs qui jouent sur des angoisses où t'arrives même pas à mettre les mots dessus parce que tu sais que c'est hyper profond, hyper ancien. Tu sais, c'est les visages déformés, les ambiances avec des lumières bizarres ou des trucs juste qui n'ont pas de sens, où c'est l'angoisse qui monte, mais en même temps, c'est complètement fascinant. Mais en même temps, c'est un film qui a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est une expérience unique. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Michel d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Michel, hop. Alors, je vous retrouve. Merci donc d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup à celles et ceux qui se sont connectés. Donc c'était effectivement l'épisode de dormir de Michel. Michel, je connais depuis longtemps, depuis la 3e, donc ça fait maintenant, je sais pas, 16-17 ans qu'on se connaît. On anime ensemble le podcast Popcorn et Gredou sur le cinéma, qui est trouvable du coup sur aussi toutes les applis de podcast. On compare 2 films. Donc c'est vraiment chouette, même si vous n'avez pas vu les films, parce qu'il y en a parfois sur des films un peu méconnus, mais c'est pas grave parce on spoil évidemment, mais on en parle de manière à ce que ce soit pas gênant. Donc en tout cas, ne vous empêchez pas de regarder, d'écouter Popcorn et Gredou que j'anime avec Michel. C'est vraiment un podcast fun, on en sort un par mois. Il fait pas partie du studio Flamboyance. Et puis Michel c'est un compte musical, Michel Musique, et il fait plein de trucs. Je vous invite en tout cas à aller regarder ça d'un peu plus près, ce qu'il fait. Il vit au Canada, il fait plein de trucs super. Voilà. Eh bien, merci donc pour l'écoute de ces émissions, de l'épisode de Matrimoine sur la formation à l'égalité professionnelle avec Isabelle Delcroix-Nollet, l'écoute de dormir avec Michel. Je vous invite toujours à suivre le studio Flamboyance sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Non seulement moi ça me fait plaisir parce que je vois mon petit ratio monter et je vous avoue que c'est toujours sympa et j'ai l'impression de ne pas parler dans le vent quand je fais ça. Donc c'est une manière simple en tout cas de me faire plaisir. Puis ça permet de suivre aussi tout ce qui se passe. Moi je mets tout ce qui se passe aussi en story, un peu les actus du studio, ce que moi je fais de mes journées, etc. Donc c'est toujours, je sais pas, je trouve ça chouette. Et le podcast Dormir également sa propre page Facebook que je vous invite à suivre. Voilà. Je vous souhaite désormais une bonne soirée. Je pense qu'on va mettre cet épisode sur YouTube. Ce live Twitch sur YouTube sera le premier que je mettrai, mais je pense que je vais faire ça à partir de maintenant. En tout cas, merci, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Alors cette fois-ci, l'horaire a changé. Ce sera 19h toutes les semaines, parce qu'en fait 18h, ça fait 3 fois là que je manque de le rater. Où j'arrivais en grosse sueur à 18h pile, et ça me stressait pour rien. Et là aujourd'hui, j'ai cru que j'allais, enfin n'aurais pas pu être chez moi à 18h, donc 19h c'est plus simple. En plus, je pense que c'est un horaire où plus de gens sont dispo. Donc rendez-vous lundi prochain à 19h. On va écouter le nouvel épisode de Matrimoine qui va sortir. Et puis, on parlera comme ça aussi des actus du studio, tout ce qui s'y passe en ce moment. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois. Bonne soirée.